Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce soir pour ce séminaire en direct. On est avec Vincent, analyste d'EliFX et on va s'intéresser aux 10 actions à suivre. Alors, est-ce que les personnes qui sont déjà connectées peuvent me confirmer à l'écrit dans la fenêtre questions que le son fonctionne correctement et que la présentation est bien visible? Voilà, comme ça on pourra démarrer dans de bonnes conditions, nous assurer que tout fonctionne techniquement. On n'a pas de retour, mais tu me confirmes que tu m'entends correctement, Vincent? Oui, très bien. Ok, impeccable. Et tu vois bien la présentation à l'écran? Je vois le premier slide, en effet. Super. Eh bien, on attend que tout le monde nous rejoigne et puis nous débuterons d'ici 2-3 minutes. À tout de suite. Parfait, on va pouvoir commencer. Merci à tous de nous rejoindre ce soir. Nous sommes accompagnés de Vincent, analyste IG, qui va pouvoir nous parler des 10 actions à suivre, hein, donc vraiment les valeurs phares à suivre en ce moment. Donc vous aurez toutes les actualités sur ces valeurs et puis Vincent vous fera une analyse en live sur ProRealTime. Merci de nous rejoindre, Vincent. Alors, Bonsoir, merci. tout au long de la présentation, vous allez bien sûr pouvoir poser vos questions, donc profitez-en, hein. On est en direct, c'est l'occasion de poser vos questions tout au long de l'analyse. Si vous avez besoin de précision, la fenêtre questions est dédiée à cela, donc n'hésitez pas. Je vous informe bien sûr, hein, de l'avertissement. Alors je vous laisse le lire. Je vous rappelle que nous fournissons exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation, bien sûr, est faite à titre indicatif. C'est absolument pas à considérer comme un conseil ou une recommandation, hein, c'est simplement le point de vue de notre analyste Vincent. Alors, je te passe la main tout de suite, Vincent, et on va pouvoir démarrer l'analyse sur les valeurs à suivre. Merci Maëva. Donc, on va commencer en effet sur un peu l'actualité, ce que l'on va surveiller justement. Ce que l'on va surveiller avant, hein, de voir un peu ce qui peut, quelles valeurs on va suivre. Donc, j'ai sélectionné 10 valeurs, il y en a beaucoup à suivre. Certaines ici, dans les 10 valeurs, sont plutôt achetées. Certaines, on va les surveiller pour peut-être des nouvelles stratégiques ou encore des possibilités d'OPA, donc d'offres d'achat d'autres entreprises. Mais certaines entreprises, certaines valeurs que j'ai choisies également sont plutôt à la baisse. On regardera avec les résultats d'entreprise. On est bien sûr dans la saison des résultats qui est suivie avec attention. Donc, on va commencer ici sur les actualités à suivre et puis on ira ensuite regarder les différentes valeurs et puis on ira un peu sur le graphique. Je citerai un peu pourquoi j'ai choisi ces valeurs
et justement quelles opportunités, selon moi, sont les meilleures sur chacune des valeurs. Ici, donc, certaines actualités. Hein, donc, je rappelle, hein, on fait des market live, Alexandre Baradez, 11h midi tous les jours. Moi, le lundi matin, 8h45, donc avant l'ouverture des marchés européens pour savoir un peu ce qu'il faut suivre dans la semaine. Donc, c'est le type d'information que l'on donne justement tous les jours ou justement le lundi ou même le mardi et mercredi après-midi. Donc, ici, c'est un peu un rappel hein, pour ceux qui nous suivent régulièrement, mais ce sont les gros points que l'on surveille avec attention tous les jours, au-delà justement des statistiques économiques, des résultats, de toutes les informations qu'on peut avoir au jour le jour et même d'heure en heure. Ici, donc, voilà les principaux points que surveillent les marchés. En Europe, bien sûr, pour beaucoup de raisons, hein, l'inflation, mais également d'autres risques. Hein, si on n'avait plus de l'énergie russe, justement, le gaz, bien entendu, et le pétrole, cela pourrait amener à beaucoup de problèmes, d'arrêt de société, d'arrêt d'industrie et une inflation extrêmement importante. Actuellement, l'inflation donc est un sujet très regardé, tiré par l'énergie notamment, mais également par les problèmes dans la chaîne de production, dans l'approvisionnement, avec cet effet de rattrapage post-Covid, hein, puisque le monde a été bloqué pendant plusieurs mois, on se rend compte que le monde tourne en continu. Et donc, un arrêt de plusieurs mois amène à un effet de rattrapage massif, ce qui a amené d'ailleurs à des hausses dans la croissance mondiale l'année dernière, mais qui est en train de se faner. Et donc, actuellement, sur l'énergie russe en Europe, il y a des tentatives d'interdiction de l'importation de gaz russe et de pétrole, mais l'Allemagne et d'autres pays qui sont extrêmement dépendants de cette énergie font barrage. L'inflation, donc, je l'ai cité, ce qui a un impact sur les politiques monétaires parce que cela est tiré par l'effet de rattrapage, par les confinements qui se poursuivent en Chine, mais également par les politiques monétaires extrêmement accommodantes, donc ces injections de liquidités massives. On verra d'ailleurs, et ce qui sera suivi avec attention, la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, le 4 mai, c'est mercredi prochain. La BCE, on attendra le 9 juin, la Banque centrale européenne. La Fed, Réserve fédérale américaine, est attendue, hausse de taux, donc resserrement de la politique monétaire. Il sera plus difficile d'obtenir des prêts, cela coûtera plus cher, etc. Donc plutôt négatif pour les marchés, pour l'économie. La dernière fois qu'on a eu cette réunion, c'était le 16 mars. Si vous regardez les graphiques, on a eu en début d'année, depuis décembre, une forte baisse jusqu'au 16 mars, le jour où Jérôme Powell, est donc le président de la Réserve fédérale américaine, a parlé. Nous avons eu un fort rebond. On regardera. Pour le moment, on a maintenant un retour baissier et donc on a cette Réserve fédérale mercredi. Cela pourrait permettre peut-être le rebond. Il y a la situation en Chine, justement les confinements. Hein, la Chine produit beaucoup pour le monde, l'Europe, les États-Unis et d'autres pays. Et actuellement, la Covid continue à impacter l'économie chinoise parce qu'il y a des confinements à Pékin, à Shenzhen, à Shanghai, 3 villes qui représentent plusieurs dizaines de millions d'habitants pour quelques cas. Et donc, la Chine est très surveillée parce qu'il y a des fermetures d'usines, donc la production est moindre et donc les exportations sont un peu difficiles. L'offre vers l'Europe et les États-Unis se réduit et donc, pour équilibrer entre l'offre et la demande, puisqu'il y a une forte demande avec l'effet de rattrapage, eh bien, ce sont les prix qui augmentent. Et donc, un impact sur l'inflation et un impact sur la croissance économique mondiale. Et puis, les résultats d'entreprise. Ici, donc, le premier trimestre, hein, tous les trimestres, nous avons les résultats d'entreprise. On a eu les résultats annuels avec déjà, plutôt en janvier, février, mars, on a eu les résultats annuels, avec déjà des tensions sur les marges, parce que l'inflation, bien sûr, réduit les marges. Des tensions sur l'approvisionnement, comme on vient de l'expliquer. Et puis ici, c'est le résultat du premier trimestre pour la plupart des entreprises qui a déjà commencé. Les banques, quelques tensions sur l'activité de trading ou encore sur les prêts avec des mises en réserve pour les prêts. Et d'autres résultats, on a cette semaine, une semaine très importante, ce qu'on appelle les GAFAM, ou les grosses sociétés technologiques. On a vu Netflix qui a fortement baissé. On a vu également hier Alphabet qui est en chute actuellement parce qu'il y a une petite tension sur les marges, une petite tension sur la croissance de YouTube hein, qui tire la croissance d'Alphabet. Je rappelle, Alphabet, c'est la maison mère de Google qui possède YouTube également. Et puis ce soir, on aura Meta. On va le voir dans les 10 actions d'ailleurs. Meta, ex-Facebook, qui donne ses résultats ce soir. Et demain, on aura également Apple et
Amazon. Donc, toutes ces sociétés qui tirent les marchés financiers vers le haut pourraient également avoir quelques difficultés et donc amener à une secousse sur les marchés ou en tout cas de la volatilité, qu'elle soit haussière ou baissière. On va s'intéresser justement à ce dernier point, résultat d'entreprise, puisqu'on va voir aujourd'hui les 10 entreprises, non pas forcément les 10 sociétés qui vont progresser le plus, mais 10 sociétés qui pourraient être intéressantes. Je rappelle, avec les turbos ou avec les CFD, vous pouvez vendre ou acheter. Donc, vous pouvez profiter de hausse ou profiter de baisse. Donc, ici, on va voir plusieurs sociétés, mais toutes ne sont pas forcément, selon moi, à l'achat. Un instant, je mets en plein écran que nous puissions voir cela. Voilà. Donc, ici, voilà, différentes sociétés. J'ai mis entre parenthèses, chez IG, je le rappelle, vous avez des CFD et des turbos. Donc, certaines sociétés sont disponibles en CFD, d'autres sont disponibles en turbo et en CFD. Maëva vous expliquera un peu comment trouver tout cela. Donc, ici, on est plutôt sur la première moitié jusqu'à Air France. On est sur des sociétés plutôt européennes, notamment françaises, avec certains secteurs d'activité. Et ici, on va se retrouver sur les acteurs américains ou même ici en Chine, mais la cotation d'Alibaba peut être retrouvée sur les indices américains, sur ce qu'on appelle des ADR. Ce sont des sociétés étrangères qui sont cotées sur les indices américains. Donc, voilà, les différents produits de chez IG selon le produit, selon la valeur. Et ici, on a les résultats, les différents résultats que nous allons avoir. Saison des résultats et donc, bien entendu, à suivre avec attention. Attention tout de même, lorsque nous avons des résultats, il est fort déconseillé d'acheter juste avant ou de vendre juste avant parce qu'il est très difficile de savoir ce que va donner l'entreprise. Il est possible d'investir juste avant d'acheter ou de vendre, mais c'est plutôt, voilà, c'est quelque chose où il y a énormément d'inconnus. Parce qu'on ne sait pas si les résultats vont être bons ou mauvais, même si on peut anticiper, bien entendu, des résultats bons ou mauvais. On va le voir notamment avec Meta. On va commencer sur Ubisoft. C'est donc une société française qui est un développeur de jeux vidéo. Les résultats sont bientôt, le 11 mai. On s'attend plutôt à des résultats qui pourraient être décevants. En tout cas, pas des résultats en forte croissance parce que donc développeurs de jeux vidéo, on regarde est-ce que les jeux vont fonctionner, est-ce que les jeux de vidéo vont fonctionner. Certains sont très connus, mais il y a probablement dans le secteur du jeu vidéo, d'une part, ici chez Ubisoft, on sait que certains jeux vidéo n'ont pas très bien fonctionné d'une part, et d'autre part, il y a cette baisse de croissance suite au Covid, puisque lorsqu'il y avait les confinements, les gens se sont un peu réfugiés sur les jeux vidéo pour certains, et donc les sociétés de ce type en ont profité. Ici, on revient, on ouvre le monde, on va sortir au restaurant, etc. On va forcément, en tout cas ceux qui jouent aux jeux vidéo, vont moins jouer aux jeux vidéo, et donc il y a un léger ralentissement. Mais Ubisoft et le secteur des jeux vidéo est tout de même extrêmement important. Il y a un secteur de croissance, pensons à Netflix. Maintenant, Netflix, donc, c'est naturel pour nous d'avoir une plateforme de films que vous payez au mois et vous avez accès à de nombreux films. Mais auparavant, il fallait aller au cinéma, il fallait payer un film, etc. Donc, le business model a changé sur les films. Et bien sur les jeux vidéo, on peut s'attendre à la même chose. C'est d'ailleurs en transformation. Actuellement, vous achetez un jeu vidéo pour votre console. Et puis demain, ce sera très probablement des plateformes type Netflix, mais pour le jeu vidéo, vous payerez un abonnement et vous aurez accès à de nombreux jeux vidéo. Et donc, cela peut amener à une transformation du marché, à une consolidation. La consolidation, c'est des fusions, des rachats dans les sociétés. Et donc, le secteur du jeu vidéo est très surveillé. On l'a vu avec Activision, qui est donc un concurrent d'Ubisoft, un développeur de jeux vidéo, aux États-Unis, qui a été racheté par Microsoft pour une valorisation extrêmement élevée, me semble-t-il, 70 milliards de dollars. Ubisoft est donc une cible également, une cible qui pourrait être rachetée ou qui pourrait réaliser une fusion. On a en revanche donc sur ce Ubisoft un secteur en expansion, en transformation et qui pourrait être sujet à des fusions, à des acquisitions, à des OPA, opérations publiques d'achat, et donc profiter justement de cela. En revanche, à court terme, et notamment avec les résultats, on peut avoir des résultats qui ne sont pas très bons, et donc cela pourrait être une occasion, une opportunité d'achat, ce 11 mai, les résultats annuels. Voilà un peu pourquoi déjà j'ai choisi Ubisoft. Il y a tout de même des risques chez Ubisoft qu'il faut surveiller, et notamment l'actionnariat familial.
Vivendi, donc Bolloré, Vivendi a déjà essayé d'acquérir Ubisoft à un moment, parce que lui aussi voyait une pépite et un secteur en pleine transformation. Il s'est fait un peu éjecter par la famille qui possède Ubisoft, qui possède une bonne partie du capital. Donc, il y a ce risque également. La famille qui a actionnaire principal d'Ubisoft a du mal à voir partir Ubisoft. Mais une fusion n'est pas à écarter, ou une OPA agressive, opération publique d'achat agressive, qui n'est pas souhaitée par la société en question. Voilà un peu toutes les informations sur Ubisoft. Donc, voilà, comme je le disais, attention à l'achat avant les résultats, parce qu'on ne sait pas ce que cela va donner. Mais s'il y avait des mauvais résultats, eh bien à court terme, cela pourrait donner, on va aller sur le graphique, on va aller voir Ubisoft, cela pourrait donner peut-être une opportunité d'achat, forte baisse sur Ubisoft. Donc voilà, comme je le disais, 2020, forte hausse, on a confinement important, secteur du jeu vidéo qui progresse, par la suite, baisse plus importante, réouverture du monde, etc. En tout cas, une baisse pour le moment sur Ubisoft. Pourquoi il y a eu deux hausses comme ça? Ici, c'est l'annonce du rachat donc Activision, et donc les investisseurs voyaient une opportunité de rachat d'Ubisoft également. Deuxième chose, la même chose ici, de nouvelles rumeurs de rachat ou de fusion sur Ubisoft. Donc voilà, on a un prix qui reste extrêmement intéressant. Sous les 40 € pour moi, c'est un prix intéressant, sous cet ancien niveau de support. On est revenu donc sur ce support oblique sur les 33. Ici, il y a les 28,50, ancien niveau de résistance, niveau de support également. Mais sous les 40 reste un prix plutôt correct, une valorisation plutôt correcte. Donc, ici, si nous avions des mauvais résultats, on pourrait voir une baisse assez importante sur Ubisoft, opportunité d'achat. Je ne vais pas donner de prix exact. Sous les 40, cela reste pour moi, une nouvelle fois, ce n'est pas un conseil, pour moi, une opportunité d'achat plutôt intéressante et à long terme, plutôt intéressante en cas de fusion, d'opération d'achat, mais également dans la transformation du jeu vidéo. Voilà un peu sur Ubisoft. Donc, au-delà des résultats qui sont, je le rappelle, le 11 mai, il y a une opportunité sur du moyen long terme. Et donc, le prix entre 38, 40, 42 reste une opportunité plutôt intéressante. Voilà sur cette première valeur, donc sur Ubisoft, français, développeur de jeux vidéo, résultat le 11 mai. On Deuxième profite, société. si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre questions ou sur le chat, et puis je les poserai à Vincent, donc n'hésitez pas surtout. Je te laisse la parole. Avec plaisir. Deuxième société, un autre secteur d'activité, Eutelsat, peut-être moins connu finalement, ce sont les satellites. Donc, on voit une effervescence un peu dans les satellites. On parle surtout de Starlink, qui est la société de Elon Musk, donc, qui lance des milliers de satellites à l'année, parce que le satellite peut remplacer Internet, notamment dans les zones où il est difficile, où il y a un accès difficile à Internet, ou même encore en Ukraine, lorsque Internet a été censuré ou autre, ou en Russie, ou dans des pays où il y a une guerre, donc en Ukraine actuellement, les satellites peuvent remplacer, prendre justement le relais sur Internet s'il y avait des coupures ou autres. Et puis, il y a l'Internet des objets, ces objets connectés, votre frigo qui sait quand refaire les courses, votre voiture qui est connectée à Internet, etc. Une voiture, bien entendu, il est difficile de connecter Internet hors satellite. Les bateaux et autres. Donc, les satellites, c'est un secteur également en pleine effervescence. Même si, attention, il y a de la concurrence, les sociétés comme Starlink qui ont des moyens financiers extrêmement importants et qui sont en train d'écraser un peu la concurrence aux États-Unis, mais il y a d'autres sociétés comme Eutelsat, donc plutôt en France, il y a SES ou Eutelsat. Pourquoi Eutelsat? Parce que il y a un résultat qui est meilleur en tout cas, et surtout des dividendes. Voilà ce que l'on regarde ici, parce qu'on va le voir au niveau de la valorisation boursière, c'est une baisse, mais les dividendes sont très intéressants. Donc là, on a le 12 mai les résultats. Pas de perspective pour moi sur les résultats, mais une valorisation qui est en forte baisse, bien sûr, parce qu'il y a eu d'autres news dessus, sur des contrats, sur des royalties qui devaient être versées, qui ne l'ont pas été faits. Je vous invite à regarder l'actualité, c'est assez facile de trouver. Mais il y a des dividendes intéressants. On va regarder. Donc, 12 mai, résultat du T3. Attention, il y a des sociétés qui sont décalées. Toutes les sociétés ne sont pas
sur un exercice fiscal du 1er janvier au 31 décembre. Ici, le 12 mai, ce sera le résultat du T3 de l'exercice 2021-2022 à cheval dessus. Eutelsat, les satellites, on va regarder donc Eutelsat, voilà, sur la baisse importante de Eutelsat, comme je le disais, des mauvaises nouvelles importantes et des dividendes, parce que les dividendes sont ajustés. Ici, c'est le dividende qui a amené une baisse, de la même façon ici. Donc ici, un secteur plutôt intéressant, lancement de satellites, comme je le disais avec l'Internet des objets ou les voitures qui se développent, etc. Eh bien, nous avons un secteur plutôt intéressant avec beaucoup de concurrence, attention, mais surtout ici des dividendes très intéressants. Une valorisation ici, admettons à la louche, 10 €. Le dividende d'Eutelsat pour cette année, en tout cas pour l'exercice précédent, est de 93 centimes. Sur une action que vous achetez 10 €, eh bien ça fait un rendement du dividende de 9,3%. Donc, en achetant avec une valorisation très basse, de la même façon en 2020, très retour baissier important, on est allé sur des plus bas, je n'ai même pas on est sous le début de la cotation, mais on a eu une forte hausse, des mauvaises nouvelles en cascade, mais ici on est revenu sur des valorisations très basses. Donc à suivre, c'est une société qui demande un peu plus de recherche, c'est une valorisation qui est plutôt intéressante actuellement. Les mauvaises nouvelles pour le moment sont passées, même s'il y a de la concurrence, mais c'est surtout du long terme. Cela peut être acheté, mais surtout, c'est qu'on a des dividendes intéressants, puisque précédemment, on avait des dividendes supérieurs à 1 €, 1,30 € avec des valorisations intéressantes. Donc, en achetant à 10 €, suivez bien la stratégie. Si vous souhaitez, à long terme, pour les dividendes, il faut tout de même s'intéresser à la stratégie long terme de la société. Mais avec des dividendes aussi importants, une valorisation peut-être à 10 €, en achetant à 10 €, et avec l'espérance d'avoir une croissance importante, qui pourrait être visible chez Eutelsat, eh bien, admettons que la société remonte à 20 €, vous l'achetez à 10 €, les dividendes pourraient être de 1,20 €, 1,30 €, revenir au-delà. Et donc, sur un achat à 10 €, vous pouvez avoir des dividendes de 10%, 12%, ce qui est extrêmement important. Si tout se passe bien, bien entendu, parce que si ici on revenait à ce niveau-là, on l'achète vers les 11 € et on revient ici avec donc des résultats plus intéressants, 30 € ici, vous faites bien entendu des bénéfices sur la valorisation, mais les dividendes, en termes d'achat ici, si nous avons 1,50 € de dividendes ici, eh bien ça fait un rendement de dividendes extrêmement intéressant. Donc voilà, les satellites, il y a d'autres sociétés, c'était Eutelsat, mais il y en a d'autres pour le secteur qui est très intéressant et certains qui donnent des dividendes intéressants. Il y a d'autres secteurs comme Orange ou autres, la valorisation ne bouge pas beaucoup, mais les dividendes sont importants. Donc voilà, il y a dans le trading deux stratégies, ou en tout cas il y a un potentiel de gain sur la valorisation, mais également sur du long terme d'avoir un dividende qui est plutôt intéressant. Et lorsque les marchés baissent, comme on le voit actuellement, on pourrait voir une baisse plus importante, eh bien l'intérêt, c'est d'acheter des valorisations avec une croissance, une perspective de croissance intéressante, une perspective de hausse des dividendes. Lorsque vous achetez bas, eh bien dans quelques années, votre rendement de dividende sera extrêmement élevé. Donc voilà, lorsque les marchés baissent, il n'y a pas que du buy the dip, de racheter lorsque ça baisse, mais surtout d'acheter des valorisations qui ont fortement baissé et qui vont donner des gros dividendes, puisqu'après, vous n'avez, entre guillemets, plus rien à faire et juste à récupérer le dividende. Donc voilà, les satellites, à surveiller Eutelsat, gros dividendes, mais à surveiller également le secteur qui est plutôt intéressant. Troisième société, très peu connue, Prodways ici, donc c'est une société française, petite valorisation, on retrouve en CFD chez IG. Alors ici, comme c'est une petite société, il y a moins d'obligations de résultats, de présentation des résultats. On a eu le chiffre d'affaires il y a quelques jours, chiffre d'affaires en hausse de 37%, donc toujours en amélioration. On est sur l'activité d'imprimante 3D. L'imprimante 3D est très utilisée et de plus en plus utilisée, même dans la découverte spatiale, qui est même un secteur extrêmement prometteur, qui est utilisé dans les voitures, qui est utilisé de plus en plus. L'imprimante 3D, ce n'est pas qu'une imprimante que vous avez chez vous et que vous pouvez imprimer des petites pièces en plastique, c'est également utilisé dans de nombreux secteurs d'activité et de plus en plus. Prodways, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent les machines, les imprimantes 3D, les vendent ou les mettent en leasing, de la location-vente.
Donc, Prodways est au début. Jusqu'ici, une valorisation très peu élevée, avec le dernier trimestre, en tout cas l'année dernière, pardon, c'était la première année où il y avait un résultat net positif. Donc là, on est sur une société qui jusqu'ici dépensait de l'argent, de la recherche, n'était pas rentable, et on est sur la première année de rentabilité. On est sur un secteur plutôt prometteur également, et on est sur une société justement qui, entre le développement, la perte d'argent importante, et maintenant dans une société qui commence à devenir rentable. Donc peut-être le bon timing justement pour trouver un point d'entrée sur Prodways. Donc je rappelle, c'est une petite société, il y a plus de risques bien entendu, mais il y a des perspectives de croissance importantes. Une société qui commence à être rentable et donc qui pourrait progresser de façon importante, qui pourrait être rachetée dans l'avenir, qui pourrait donner des dividendes dans l'avenir. Pour le moment, on était plutôt sur une perte d'argent. Ici, nous allons regarder Prodways. Voilà, Prodways. 2,58 aujourd'hui. Voilà l'évolution. Hein. Elle est rentrée en bourse il y a peu de temps, donc une baisse importante. Comme je le disais, une société qui perd de l'argent au début. Et puis, on commence à en gagner, qui a été impacté également par la crise Covid, qui a récupéré assez vite son niveau. Et puis, voilà, des baisses qui peuvent être beaucoup plus importantes puisqu'on est sur des petites sociétés, mais un point d'entrée est plutôt intéressant. Hein. Ici, sur les 3 euros, on a un niveau de résistance important. Donc, je rappelle hein, qu'actuellement, peu importe la société que je montre, on est tout de même sur des risques de poursuite de la baisse sur les marchés financiers au niveau global. Donc, ne pas forcément se précipiter, mais trouver des points d'entrée. Bien sûr, voilà, pour voir un peu l'évolution des marchés, la perspective, je rappelle, hein, les market live, tout ce que l'on fait chez IG, pour essayer de voir un peu où allons-nous dans les prochaines semaines, dans les prochains jours sur les marchés financiers au niveau global, puisqu'on peut avoir des pépites, trouver des grosses sociétés ou des petites sociétés très intéressantes, mais si les marchés tombent, tout va tomber. Donc voilà, il faut trouver des points d'entrée intéressants. Ici, on a un niveau de support également intéressant hein, sur ces 2,60, on le voit ici hein, pendant plusieurs mois, l'année 2021, ici 2,60 et le plus haut, en tout cas 2,65. Donc, on met un niveau de support sur les 2,60, 2,65. On est en train de le tester. Attention s'il y a une poursuite de la baisse sur les marchés, le CAC, le SBF 120 ou les marchés américains, nous pourrions voir une poursuite de la baisse. Mais c'est à long terme de la même façon. Donc, voilà, un achat à 2,20, un achat à 2,40. Si on voit sur du long terme, ce n'est pas très, en tout cas, ce n'est pas impactant de façon importante. On peut jouer également en achetant un peu sur les 2,60. Si cela baisse, eh bien, on rachète sur les 2,40. Attention tout de même à ce type de stratégie. Pour du long terme, c'est très intéressant. Si on retombe sous les 1,80 mais que vous croyez vraiment au projet, eh bien, c'est le moment de racheter. Mais attention, hein, ne pas le faire avec n'importe quelle société. Si c'est du court terme, il vaut mieux couper ses pertes et puis reprendre une position. Mais sur du long terme, c'est intéressant une stratégie de la sorte. Donc voilà, je rappelle, c'est une petite société, on est dans les imprimantes 3D et qui est plutôt performant, qui commence à être rentable et l'imprimante 3D est utilisée dans de plus en plus de secteurs d'activité, donc pourrait être très intéressant à moyen long terme. Passons maintenant à une société un peu plus connue, Plastic Omnium. Donc, on va le voir, c'est le secteur automobile ici. Hein. On n'est pas sur les constructeurs automobiles, on est sur l'équipementier automobile. L'automobile de demain, beaucoup sont en train de transformer, de passer du moteur à combustion aux voitures électriques. Il y a donc un renouvellement des parcs automobiles, que ce soit les particuliers, que ce soit les États, voilà, les sociétés, etc. Donc, il peut y avoir des investissements massifs dans l'automobile. Il y a les constructeurs qui ont des marges en général moins importantes et où il peut être plus difficile. En tout cas, l'investissement est extrêmement important. Ici, sur l'équipementier automobile, eh bien, il peut avoir tous les constructeurs automobiles comme clients. Donc, hedgé entre certains qui sont un peu moins bons, un peu meilleurs, etc. Donc, les constructeurs automobiles très bons. Et puis, au-delà de la voiture électrique, il y a cette voiture intelligente, j'en parlais avec le Telsat et les satellites. Maintenant, une voiture devient un peu comme hier, on était avec des téléphones Nokia où il n'y avait pas d'application. Aujourd'hui, le téléphone, c'est un mini ordinateur. Et bien, demain, la voiture, ce sera un peu la même chose. On aura une voiture qui sera intelligente, qui aura Internet, qui aura des applications comme un téléphone, etc. Et donc, une demande en équipement qui sera très importante. Donc, Plastic Omnium, on a également
j'ai plus le nom en tête, pourquoi je l'ai perdu, Faurecia, hein, qui appartenait à Peugeot également avant, qui est dans le même secteur d'activité. Donc voilà ces deux sociétés. Je choisis Plastic Omnium parce que je le suis également depuis un certain temps et la valorisation commence à être plutôt intéressante. Attention, le secteur automobile a pris une petite claque avec la Russie, qui est tout de même un marché plutôt intéressant, plutôt bon, en tout cas important pour le secteur automobile. La Chine également, il y a beaucoup de concurrence dans les constructeurs automobiles, mais l'équipementier automobile, ici, on peut chercher quelques bonnes pépites. Et puis, comme je le disais, donc, la transformation du secteur, l'évolution de la voiture classique qui roule à la voiture intelligente peut amener ce type de société à être plutôt intéressant. On a eu le chiffre d'affaires de Plastic Omnium qui était plutôt bon, on va le voir, hein, me semble-t-il, a fini en hausse la séance puisque les marchés européens et français ont fermé actuellement. 25 juillet, on regardera les résultats du premier semestre. Donc ça laisse un peu de temps, retrouvable en CFD. Donc voilà, le secteur. Pardon. Ici, nous avons Plastic Omnium, donc je disais Faurecia qui appartenait à Peugeot, qui est maintenant PSA, hein, Peugeot qui a fusionné avec FCA, Fiat Chrysler. Ils ont donc vendu Faurecia, ils ont offert des actions à leurs actionnaires. Ici, nous avons ces deux sociétés. J'ai pris Plastic Omnium, voilà cette claque importante dans le secteur automobile. Déjà, quand il y a des crises, bien entendu, les premières choses que vous allez supprimer, c'est les achats qui sont coûteux. Les voitures, c'est la première chose que vous allez décaler lorsqu'il y a des crises, bien entendu, ici. Donc, on a eu un rebond économique, des risques sur l'économie. La crise en Ukraine a fortement amené à une baisse. Hein. Début de la crise en Ukraine, de la guerre en Ukraine, baisse extrêmement importante, ce qui amène à des valorisations assez intéressantes. Voilà, on est sur voilà, les niveaux qui ont été testés très peu de fois. On est descendu en mars 2020, bien entendu, et c'est donc les plus bas depuis juillet 2013 ici. Donc, il faut trouver un point d'entrée de la même façon. On voit pour le moment à court terme un support hein, qui se dessine ici sur les 14,15, mais nous pourrions voir une baisse. Ici, selon moi, sous les 15,60, donc on n'est pas loin, hein, je le disais, 1,80, alors que les marchés étaient plutôt en baisse aujourd'hui, se maintient pour le moment parce qu'il y a eu une forte baisse. Attention au risque de la même façon, pas de résultats à venir, c'était aujourd'hui ou hier, aujourd'hui, mais on peut voir encore une petite accélération et venir ici sur les 12 euros pourrait être intéressant. Donc ici, on n'est pas forcément pour donner des niveaux de prix, mais plutôt pour trouver des sociétés. Il y a quelques recherches un peu à faire derrière. Je crie de temps en temps ou j'en parle dans justement les market live ou autres que l'on fait avec Alexandre. Le secteur automobile et l'équipementier automobile, pour moi, plutôt intéressant. Attention donc à la poursuite de cette crise en Ukraine, attention au ralentissement économique global, attention, comme je le disais, même si pour moi, la plupart ici sont des bonnes sociétés, attention à l'évolution des marchés financiers au global qui peut être baissier dans les trimestres, dans les mois en tout cas à venir et donc qui pourrait être impacté un peu plus. Donc voilà, ici les 12 euros plus bas de mars 2020 peut être intéressant, mais attention à l'évolution des marchés au niveau global et attention à la Russie sur le secteur automobile. Plastic Omnium ici, équipementier automobile qui pourrait être plutôt intéressant justement dans l'avenir du secteur automobile. On va terminer, on va poursuivre avec Unibail-Rodamco. Ici, Unibail-Rodamco. Alors, c'est une société que je cite également souvent, qui a bien progressé. Unibail-Rodamco, c'est donc le promoteur immobilier. Alors, il gère en fait il achète des biens immobiliers, il les gère. Ça peut être des immeubles parisiens, ça peut être également des centres commerciaux, tout ce type. Quel est l'intérêt de ce type de société? D'une part parce que l'immobilier est jugé moins risqué, hein, surtout à Paris, progresse de façon importante, mais surtout parce que c'est un type d'action de société, ce sont des sociétés immobilières qui doivent reverser à leurs actionnaires une bonne partie de leurs dividendes. Me semble-t-il, 70% du résultat net doit être reversé en dividendes. Unibail-Rodamco, pardon. Les résultats, eux, seront ce soir. Donc là, ils ont déjà dû être donnés. Je n'ai pas regardé les résultats après bourse. Hein. Les résultats des sociétés ne sont jamais pendant la cotation. C'est toujours avant ou après. Donc, on a dû avoir les résultats ce soir du premier trimestre. Les revenus d'Unibail-Rodamco, ce sont les loyers. Donc, il y a eu, on va le voir, voilà, une forte chute. Ici, il y a eu quelques
déboire, une restructuration de la société qui a amené, bien entendu, à une forte baisse. Mais on revenait sur des basses saines à partir de 2020 ici, et puis crise des subprimes non, mais crise sanitaire. Bien entendu, avec les confinements, ceux qui gèrent des centres commerciaux ont forcément été extrêmement impactés. Donc, on est passé de 150 ici avec un plus bas sur les 30. Je parlais de rendement du dividende. À l'époque, les dividendes étaient de 9 euros. Ils ont été baissés, bien entendu. Mais ici, on était sur des dividendes à 9 euros. Admettons, attention, ce n'est pas ce qui va se passer, c'est simplement pour montrer l'efficacité de ce type de société qui verse des dividendes intéressants. Puisque, si on revient en arrière, on avait déjà ces niveaux de prix, en 99 bien entendu, mais à 30 euros. Et vous venez sur des dividendes à 9 euros. Ça vous fait un dividende de plus de 25% en le prenant sur du long terme. Un dividende seulement. Donc, en gardant l'action, vous pouvez obtenir des dividendes intéressants. Donc, voilà pourquoi je suis beaucoup cette action. Je suis très positif sur cette action, malgré l'évolution du cours de l'action. Revenons ici. Voilà, un achat en 93 à 15. Vous vous retrouvez avec un dividende à 9 euros ici. Eh bien, peu importe l'évolution du prix de l'action. 9 euros, c'était voilà, c'est plus de 50% du prix d'achat en 93. Sur un long terme. Donc voilà, je parlais de l'intérêt de voir des sociétés qui baissent fortement, mais qui donnent des dividendes intéressants, puisque là, un achat à 30 euros, si on revient sur des dividendes même de 5 euros, de 10 euros, eh bien, c'est un rendement extrêmement important. Donc, il y a eu des ventes d'actifs, attention, restructuration, vente d'actifs, mais me semble-t-il, la valeur de l'entreprise, la valeur de l'actif, valeur comptable d'une action était au-delà des 120 euros. On est valeur comptable. Donc, si on vend tous les biens de la société, on récupère 120 euros par action. On est actuellement à 70. Donc, voilà, la valeur de l'entreprise comptable est supérieure à la valorisation actuelle en bourse. Il y a eu une suppression du dividende, mais très probablement, cela reviendra très rapidement puisque c'est obligatoire dans ce type de secteur. Donc, voilà, Unibail-Rodamco, il y a d'autres sociétés de ce type, sociétés immobilières qui versent des dividendes importants. Trouver un point d'entrée également qui peut être intéressant sur les 60. Ici, on l'a vu, ce support oblique, bon, cette tendance oblique sur les 60 euros. De la même façon, toujours sur une perspective qui est délicate sur les marchés, donc qui peut amener à une baisse plus importante. Mais voilà, sur Unibail-Rodamco, un point d'entrée long terme. Donc, de la même façon, comme on l'a vu sur Prodways, eh bien, acheter peut-être une petite partie à ce prix-là. Si ça redescend, vous en rachetez. Si vous voyez une accélération haussière, pourquoi pas en racheter un peu. Voilà un peu ce type de stratégie sur du long terme pour avoir un rendement de dividende extrêmement important éventuellement dans l'avenir. Voilà, donc sur cette société Unibail-Rodamco, donc je le disais, les résultats sont ce soir normalement, ont déjà dû être donnés. Je vous invite à les regarder si vous souhaitez vous intéresser à cette société qui peut verser de gros dividendes, des gros rendements de dividendes dans l'avenir. Air France, attention, Air France, une société française, mais qui a quelques problèmes tout de même. La restructuration ne marche pas. Voilà l'évolution d'Air France à long terme. C'est le secteur que l'on va suivre tout de même, le secteur de l'aérien, puisque voilà, de la même façon que Unibail-Rodamco a été fortement baissière, puisque plus personne ne voyageait ou presque plus. Les aéroports, ADP, aéroport de Paris également, le secteur aérien, le secteur de l'hôtellerie avec Accor ou autres ont pris une claque assez importante. Mais bien entendu, normalement, le pire est derrière nous par rapport à ces confinements, par rapport à cette réduction du voyage. Et donc, on peut s'attendre au secteur aérien à voir, notamment cet été, a priori, c'est le premier été où les confinements sont enlevés, où les restrictions sont enlevées. Et donc, il devrait y avoir beaucoup de gens qui souhaitent voyager, qui souhaitent s'évader un petit peu, prendre l'avion. Donc, le secteur aérien, le secteur de l'hôtellerie, attention également à la conjoncture économique, si on a une baisse, etc. Mais cet été, le prochain trimestre, à court terme, du coup, pourrait en profiter. Air France, j'ai choisi Air France parce que voilà, c'est une société française qui a toujours quelques problèmes au-delà de ces confinements, etc. Mais il y a tout le secteur aérien à regarder, le secteur de l'hôtellerie, le secteur, la société Accor également, qui pourrait profiter de ces réservations cet été, de cette envie donc de voyager et donc de probablement rebondir parce que tout de même Air France, on était là avant la crise, le début de la crise, sur les 10 euros. On est sur les 3,90, donc on est tout de même
aucun rattrapage de la valorisation. Les 3 euros, voilà, ici, les 3 euros étaient un niveau également intéressant, donc le plus bas de 2012, et cela a permis une belle remontée. Donc là, Air France, ou le secteur plutôt sur du court terme, qui peut être intéressant. Attention, Air France, je le dis, la structuration est un peu difficile. Nous sommes sur Air France KLM. KLM est plutôt rentable, Air France n'est pas très rentable. Il y a des batailles d'actionnaires. On suit tout de même avec attention Air France, mais le secteur, voilà, à court terme, pourrait profiter de cette réouverture et donc de premier été un peu libre finalement, un peu partout dans le monde, et donc des réservations très probablement en hausse. Voilà sur Air France, je n'ai pas à présenter Air France, mais je pense que cela ne se présente plus comme société. Voilà donc sur la partie plutôt française, hein, plutôt de ce côté de l'Atlantique. Donc ici, on va suivre maintenant d'autres sociétés, 4 autres sociétés, donc 3 aux États-Unis, dont une ici qui a déjà donné ses résultats, Meta qui va donner ses résultats ce soir, Alibaba chinois, mais je le dis, vous pouvez le retrouver sur IG en turbo et en CFD. D'ailleurs, les 4 sociétés que l'on va voir, les 3 prochaines sociétés que l'on va voir, vous pouvez le retrouver en turbo et en CFD. Comme je le disais, vous verrez avec Maëva justement ces différents produits chez IG, l'utilisation Voilà, de on la verra plateforme. tout à l'heure sur la plateforme où est-ce que vous pouvez retrouver, je vous montrerai. Donc, voilà. Ici, on va commencer par une grosse société, on va commencer par Meta. Meta, je rappelle, c'est ex-Facebook, donc de la même façon qu'il ne se présente plus, qui possède Instagram, qui possède WhatsApp, donc il y a d'autres projets, etc. On va regarder tout de suite la valorisation. Donc, les résultats sont ce soir. Donc, je le disais, attention à ne pas acheter ou vendre juste avant les résultats, puisqu'on ne sait pas ce que cela va donner. Donc, c'est toujours un peu plus un pari. Donc, ici, Meta qui rebondit, les marchés sont en train de rebondir, on le voit, hein, le 1,85 ici sur l'indice Nasdaq. Donc, rebond après une baisse de 4% hier. Donc, Meta, voilà, Facebook, hein, qui a fortement baissé, donc une baisse depuis septembre 2021. Et ici, c'était les résultats annuels de Meta ex-Facebook. Première perte d'abonnés pour Facebook depuis bien longtemps. Cette perte d'abonnés est extrêmement néfaste, bien entendu. Donc, ici, selon moi et selon l'évolution, on pourrait avoir des résultats décevants et une nouvelle perte d'abonnés. Parce que cette perte d'abonnés est due au manque de transformation de Facebook qui se fait voler des abonnés par notamment TikTok, qui est donc des vidéos plus courtes, qui plaît a priori plus. Meta, même en septembre dernier, d'ailleurs qui a commencé ici, avait prévenu qu'il y avait des risques. Qu'il y avait des risques, que la transformation avait traîné, etc. Et donc, voilà, Facebook, c'est des revenus de publicité. S'il y a moins d'abonnés, les publicités fonctionnent mieux et donc les personnes qui mettent des publicités vont payer moins cher et donc les revenus vont baisser. Première perte d'abonnés. Ici, on a une poursuite de la baisse parce que voilà, c'est des résultats plutôt décevants qui sont anticipés. Donc, on peut s'attendre, parce que également Facebook, lorsque nous avons eu les pertes d'abonnés, avait prévenu que cela pourrait s'empirer. Également les résultats d'Alphabet hier, j'en parlais tout à l'heure, très rapidement, avec YouTube. YouTube a fait la même constatation, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de risque pour YouTube. Il y avait une expansion importante. Ici, même constatation avec YouTube qui accroît, alors pas perte d'abonnés, mais parce que ce ne sont pas des abonnés, mais plutôt une croissance qui n'était pas au rendez-vous. Parce qu'il y a également cette menace TikTok. TikTok qui est une société qui appartient à ByteDance, qui est une société chinoise. Et donc des risques également pour YouTube, alors que jusqu'ici, YouTube n'était pas inquiété. Et donc, on peut s'attendre à ce que Facebook perde à nouveau des abonnés. Donc, je le rappelle, hein, acheter ou vendre avant, c'est un peu difficile à voir les résultats. On ne sait pas. Peut-être que les résultats seront extrêmement bons. Mais voilà, cela peut être pour des gens qui sont prêts à prendre beaucoup de risques, bien entendu, de vendre la société un peu avant. On l'a vu, hein, voilà, un risque ici chez Meta. Mais bien entendu, si vous vendez et que demain matin, puisque ce sera après la clôture des résultats, il y a sur les marchés futurs hors cotation une forte hausse, eh bien vous ne pouvez plus rien faire. Et donc, voilà, vous pouvez tout de même, c'est un risque important. Mais s'il y a des mauvais résultats, sans pour autant prendre une position avant les résultats, puisque c'est risqué, eh bien, par la suite, voir une poursuite de la baisse, hein, puisqu'on regarde ici, voilà, si vous aviez acheté ce jour-là, où ça montait beaucoup, acheté, vous auriez voilà,
perdu pas mal sur la position, mais vendu, pris le risque important, hein, un risque important, eh bien, de vendre avant les résultats, cela aurait été très bon. Mais si vous aviez vendu juste après en disant « Ah, les résultats sont très mauvais, ça va continuer de baisser », eh bien, de ici, de 150 jusqu'au plus bas, 185, il y avait tout de même une opportunité de vente importante. Et donc, de la même façon, sans prendre le risque de vendre ou acheter d'ailleurs avant de connaître les résultats, et puis même demain, tout à l'heure, ce sera à 22 h, juste après la clôture, on aura les résultats. S'il y a une baisse importante, de se positionner tout de même par la suite. Meta, donc si on a de nouveaux résultats décevants, attention parce que Meta pourrait, ex-Facebook, donc pourrait revenir sur les niveaux. 137, c'est les niveaux au plus bas de la crise sanitaire. Et ce sont des niveaux voilà, que l'on retrouvait en 2018, 2017, etc. Donc, Meta était un des moteurs de croissance des marchés financiers, comme Alphabet, comme Amazon, comme Apple. Et ici, c'est la dégringolade depuis un certain temps. Donc voilà, s'il n'y a plus ces FANG, ces grosses sociétés technologiques qui tiennent le marché, eh bien, il y a un risque pour l'ensemble des marchés financiers. Voilà un peu pourquoi j'ai choisi Meta. Donc pour moi, plutôt baissier sur Meta, sans pour autant prendre le risque de le faire avant la fermeture des marchés et donc d'être tributaire de ces résultats où on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Mais voilà, cette concurrence de TikTok et d'autres entreprises se voit également sur YouTube avec les résultats d'Alphabet et pourrait impacter un peu plus le résultat ou en tout cas la valorisation de Meta. Voilà sur cette première société qui, je le rappelle, vous pouvez retrouver en turbo et également CFD. Résultat ce soir après la clôture aux États-Unis, 22 h. Netflix. Netflix également plutôt baissier, hein, donc je le disais, ce ne sont pas forcément des entreprises à suivre et qui sont haussières. Netflix, les résultats ont déjà été donnés. Le prochain rendez-vous, c'est l'Assemblée générale du 2 juin qui pourrait rassembler de nouveau des informations importantes. L'Assemblée générale, ce sont les actionnaires qui se réunissent, qui décident de la stratégie, qui décident des décisions importantes, des rémunérations des dirigeants, du dividende pour certains, les sociétés qui en versent, etc. Voilà ce qu'est l'Assemblée générale, qui vote les décisions importantes. Donc, étant donné la forte baisse de Netflix, il peut y avoir des décisions importantes qui sont prises dans l'Assemblée générale. De la même façon, Turbo et CFD chez IG. Netflix, on va regarder ici. Voilà Netflix, donc 700 $ en novembre 2021. Nous sommes moins de 200 $ actuellement, continue de baisser. On a eu, comme Facebook, des résultats décevants, forte baisse, et on le voit qui a continué de baisser. Évolution sans réelle tendance, hop là, premier trimestre, résultat la semaine dernière, forte baisse également. Et de la même façon, Netflix, c'était un moteur de croissance. C'était quasiment les GAFAM. C'était une société que l'on suivait qui tirait la croissance vers le haut. Voilà l'évolution de Netflix. On était sur des 6 $ dans les années 2012. On est allé à 600 $. Fois 100 ici, en l'espace de 10 ans. C'est ça. Fois 100. Hein, donc, voilà, vous mettez 1000 $, vous avez 100 000 $. Donc, voilà, une société extrêmement suivie. Et puis ici, on est revenu actuellement sur les niveaux de 2017. Donc, toute cette croissance de fois 100, elle s'est faite en 10 ans. Ici, en l'espace de quelques mois, on a baissé de 700 à 200. Des risques importants, alors qu'on ne s'attendait pas à ces risques importants. Donc, de la même façon, des résultats décevants, des pertes d'abonnés de la même façon. Alors, Netflix a profité également de la crise, le confinement. Vous regardez plus de films, vous allez prendre un abonnement Netflix. Et également, pâtit justement de cette réouverture du monde, mais pâtit également de l'inflation. L'inflation amène à des pertes de pouvoir d'achat. Et donc, lorsque vous devez réduire vos dépenses, eh bien, Netflix, c'est un des premiers à être réduit. Hein. Vous n'allez pas réduire votre nourriture ou d'autres choses, les habits, etc. L'immobilier, c'est difficile. Netflix, c'est facile, vous pouvez couper l'abonnement et donc vous arrêtez. Voilà, ça fait une dépense en moins. Donc, voilà ce qui a amené à une forte chute, perte d'abonnés. Pourquoi suivre Netflix? Bien sûr, nous pouvons avoir une poursuite de la perte d'abonnés et donc une poursuite de la baisse, mais cela peut amener à une cible pour certaines autres sociétés. Pourquoi une cible? Parce que voilà, les plateformes de films, etc., ça reste en expansion. On le voit, hein, Amazon ou d'autres qui se lancent depuis un certain temps. Mais maintenant, Netflix a une valorisation, donc toujours quand même un chiffre d'affaires important hein, et des revenus importants, mais une valorisation qui revient sur 2017.
Et en 2017, on n'était pas tous sur Netflix. Et donc, une poursuite de la baisse amène à des risques pour cette société de se faire racheter par une autre société. Et notamment, on peut penser à Amazon. Amazon Prime, qui rachète Warner Bros, donc James Bond, etc., qui dépense de façon extrêmement importante. Et donc, Netflix, avec une poursuite de la baisse, pourrait être une cible potentielle, mais avec un rachat qui pourrait être supérieur à la valorisation. Donc, des risques sur Netflix par rapport justement à ces pertes d'abonnés qui pourraient se poursuivre, mais une opportunité peut-être justement d'opération de fusion-acquisition, de rachat par une société éventuelle. C'est mon point de vue, attention, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Netflix peut rebondir par lui-même, mais on est sur une société qui a été, voilà, 700 $. En quelques mois, on est passé à 200. Si la poursuite de la baisse des marchés financiers se poursuit, et actuellement on a un rebond, mais tout de même, eh bien, nous pourrions voir une poursuite de la baisse. Au prochain trimestre, on pourrait être sur les 100 $. Et ici, par la suite, Amazon, qui a Amazon, mais il y en a d'autres, des fonds extrêmement importants pourraient s'offrir Netflix. On est sur une capitalisation encore importante. Mais voilà un peu pourquoi Netflix, selon moi, est à suivre. Poursuite de la baisse éventuelle ou des rachats techniques. On a cassé un peu tous les niveaux techniques, mais rachats techniques, si on venait ici peut-être sur les 130 $, on voyait enfin ici une ancienne résistance qui a servi de support, et eh bien un rebond technique court terme avec des turbos, profiter de l'effet de levier, plutôt intéressant, risqué de la même façon, mais voilà, on a ces rebonds techniques, mais également on a ces opérations de fusion-acquisition et qui pourraient être une cible potentielle pour d'autres grosses sociétés. On va poursuivre maintenant sur Alibaba et on terminera par MicroStrategy. Alibaba, donc, de la même façon, besoin de le présenter. On le retrouve ici en turbo et en CFD chez IG. Le 6 mai, ce sont les résultats annuels. Alibaba, l'équivalent d'Amazon en Chine. Alibaba, donc, qui a de la même façon été extrêmement baissier et qui, pour moi, représente une opportunité d'achat importante. Parce que, voilà, on a 300 $, on est venu sur les 90, qui a été impacté par la Chine, le parti chinois qui a amené veut casser ce type de société, ce type de monopole, etc. Mais tout de même, on est sur un Amazon chinois. Amazon principalement américain, 320 millions de personnes aux États-Unis, 1,6 milliard en Chine. Voilà un peu l'équivalent. Donc, voilà, une opportunité importante. Des risques avec le parti chinois, puisqu'il est difficile de l'anticiper, mais tout de même, voilà, pas besoin de présenter la société, une opportunité selon moi d'achat à court terme qui peut se situer ici sur les 70, pour du long terme, qui pourrait faire x2, x3 par la suite, parce qu'on a tout de même un business extrêmement important. Le risque chinois est là, mais on l'a bien senti depuis un certain temps. Le risque de pression du parti chinois est important depuis un certain temps. Ils sont peut-être allés au bout tout de même de leur pression, et donc on peut trouver des points d'entrée. Ici, introduction donc en bourse ADR aux États-Unis, donc une société qui est étrangère mais qui se cote aux États-Unis. Voilà, si on a une poursuite de la baisse sous les 70, on va aller chercher ce niveau sur les 50-56. Mais ici, à court terme, une figure technique connue, double bottom. Première, si on revient sur les 70, on peut avoir un rebond haussier ici et revenir sur le premier objectif 118, voire accélérer à la hausse. Voilà sur Netflix. On suit, sur Alibaba, la poursuite de la baisse qui peut nous amener sur les 70 et permettre justement à court terme un rebond technique, mais également à long terme, une valorisation qui est extrêmement basse par rapport à ses coûts. Voilà, on termine donc plus rapidement également sur MicroStrategy, donc Alibaba, Netflix, Meta en turbo et en CFD, ainsi qu'Air France. Ici, on revient sur une société toujours disponible chez IG en CFD. Résultat, le 3 mai, donc on voit beaucoup de résultats en mai, la semaine prochaine, 6 mai pour Alibaba, 3 mai pour MicroStrategy. MicroStrategy, le business plan, ou en tout cas l'activité n'est pas importante. MicroStrategy, qu'est-ce que c'est? MicroStrategy, le patron, c'est Michael Saylor. MicroStrategy possède 129 000 bitcoins. MicroStrategy perd de l'argent sur son business model, en tout cas sur son business de base. C'est des conseils stratégiques aux entreprises, transformation technologique, etc. L'important, c'est quoi? C'est que la valorisation de MicroStrategy, c'est égal à la valorisation des bitcoins qu'elle a dans son bilan. Donc, pour les personnes qui suivent le Bitcoin, qui pensent que le Bitcoin va se chuter ou au contraire va progresser, sans pour autant aller acheter du Bitcoin directement, vous pouvez investir sur MicroStrategy.
MicroStrategy, donc, ici, possède, en tout cas, dans son bilan, comme je le disais, l'activité de MicroStrategy est absolument pas importante parce que c'est vraiment ce qu'il y a au bilan. 95% de son bilan, ce sont des bitcoins. Donc, voilà, la valorisation de MicroStrategy, c'est la valeur de ces bitcoins qu'elle a en bourse, enfin, dans son bilan. On a eu une forte hausse ici avec la hausse du bitcoin, 1300 $. Il y a aussi à la baisse, l'intéressant, c'est que la valorisation du bitcoin, mais également c'est une société technologique. Et lorsque les indices technologiques baissent, elle peut baisser un peu plus que le bitcoin, même si la valorisation, la valeur de MicroStrategy est égale à sa valeur, la valeur des bitcoins qu'elle a. Donc voilà, pourquoi MicroStrategy? Parce qu'il y a des produits à effet de levier, il y a des produits CFD que vous pouvez utiliser sur MicroStrategy pour profiter de la hausse, de la baisse du Bitcoin sans pour autant passer sur du Bitcoin si effectivement, voilà, des personnes qui ne sont pas forcément familières avec le Bitcoin ou le trading de Bitcoin ou de cryptocurrency, de crypto-monnaie, eh bien, peuvent rester sur les actions en profitant de la volatilité du Bitcoin. Et donc voilà, MicroStrategy, depuis le début de l'année, on voit le point bas ici début janvier, une hausse, puis une baisse. On va regarder rapidement le Bitcoin en comparaison depuis le début de l'année. Voilà, le bas au début de l'année, un léger rebond et puis une baisse. On voit exactement hein, la hausse du Bitcoin depuis un certain temps maintenant. Voilà pourquoi MicroStrategy, donc à la hausse ou à la baisse, vous pouvez en profiter de cette société à suivre. Pour les personnes qui sont également très pro-Bitcoin, qui aiment suivre, Michael Saylor, le patron, donc, est à suivre pour voir un peu l'évolution. Il a du poids sur le marché du Bitcoin, 130 000, près de 130 000 Bitcoins en possession donc, de cette société qui a une vision d'avenir sur le Bitcoin. Et donc, si effectivement le Bitcoin explose tous les plafonds, eh bien, MicroStrategy très probablement explosera tous les plafonds et devra a priori se transformer et arrêter d'être conseiller stratégique, en tout cas leur business model de base. Voilà donc sur les 10 sociétés, je vais arrêter là, ça fait déjà 1 heure que je parle. Donc voilà, hein, pour reprendre, si vous voulez faire un screenshot, voilà les 10 sociétés qu'on a vues aujourd'hui avec la possibilité de les trouver en CFD et ou en turbo, les résultats qui sont à suivre. On est dans la saison des résultats. Maëva donc, va maintenant vous expliquer un peu justement les turbos, comment les utiliser chez IG, l'effet de levier et comment cela fonctionne. Parfait, merci Vincent. Donc je vais reprendre la main sur les écrans. Hop. Voilà, donc nous sommes sur la plateforme. Donc l'intérêt, ça va être de pouvoir retrouver les différentes valeurs que Vincent vous a présentées. Alors, il vous l'a expliqué, soit des valeurs qui étaient disponibles en CFD, soit en turbo, ou pour certaines d'entre elles, eh bien sur les deux. Donc c'est très simple, une fois que vous êtes sur votre compte, vous allez pouvoir accéder aux valeurs qui sont disponibles. Donc ici pour les valeurs turbo, hein, on ira les voir ensemble, elles sont classées juste ici, actions, et vous pouvez tout simplement sélectionner soit par pays, donc par exemple avec la France, ou alors par secteur en fonction de vos besoins. Il faut savoir que l'offre sur Turbo s'étoffe de jour en jour, hein. On rajoute régulièrement des valeurs, donc vous pourrez les retrouver très facilement. Alors, vous voyez ici Alibaba, hein, puisque Vincent en a parlé il y a quelques instants, que vous retrouvez ici. Donc, possibilité de visualiser directement le graphique et puis ensuite de pouvoir faire votre investissement. Alors, on va pas revenir en détail sur le passage d'ordre, mais vous voyez déjà où vous pouvez retrouver ces valeurs et puis la possibilité ensuite tout simplement de passer votre ordre. Si vous souhaitez investir sur le CFD, vous pourrez tout simplement basculer sur votre compte CFD. Au niveau du compte CFD, vous retrouverez les mêmes catégories, ici Action, et vous pourrez sélectionner l'action qui vous intéresse. Alors, il faut savoir que sur le CFD, le choix est extrêmement vaste, hein. Donc, vous aurez vraiment en termes de choix une palette très large. Voilà, je vous sélectionne par exemple la France et voyez là le choix qui est disponible, hein. Donc, on a des titres comme Orpea, Vinci, Air France, qui a été cité par Vincent. Voilà, et vous allez retrouver ici toutes ces actions. Donc, même système hein, pour pouvoir passer votre ordre. Alors, reprenons Air France, hein, puisque justement, Vincent vous a fait une analyse dessus. Vous allez pouvoir
bien sûr, étudier votre graphique, rajouter des indicateurs et puis ensuite, tout simplement, venir placer votre ordre. Alors, bien sûr, là, le marché est actuellement indisponible hein, puisqu'on est en dehors des horaires d'ouverture, mais vous pouvez très simplement passer votre ordre. L'intérêt, que vous soyez sur du CFD ou sur du turbo, c'est surtout que vous pourrez investir dans les deux sens. Donc, à la fois acheter le titre si vous pensez que la valeur va augmenter, et aussi faire de la vente à découvert pour les CFD ou tout simplement aller sur du turbo short pour spéculer à la baisse si vous anticipez une baisse de la valeur de l'action. Donc c'est vraiment un choix, enfin je dirais la possibilité d'avoir finalement 2 fois plus d'opportunités sur le marché. Alors j'en profite parce que je vois qu'il y a quelques questions. À partir de combien de turbos n'y a-t-il plus de frais de commission? Alors c'est très simple. À partir du moment où votre nominal est d'au moins 100 euros, vous n'avez pas de commission. Donc c'est vraiment très facile d'en profiter gratuitement. 100 euros de nominal, si par exemple vous achetez un turbo qui vaut 20 euros, bah, si vous en achetez 5, ça vous fait 5 fois 20 euros, ça vous fait 100 euros de nominal et donc vous n'avez pas de commission. Il faut savoir que si vous êtes sur un nominal inférieur à 100 euros, vous aurez 3 euros de commission. Et puis, en ce qui concerne les frais de financement, sur les turbos notamment, vous n'en avez pas puisqu'ils sont tout simplement intégrés à la structure même du produit avec votre knockout, le niveau de désactivation, le seuil de désactivation qui va tout simplement se réactiver de jour en jour, donc chaque nuit à 23 heures. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement simple au niveau du passage d'ordre. En ce qui concerne les CFD, alors je vais vous inviter d'ailleurs à aller sur cette page, hein, je vais vous l'afficher tout de suite. Vous pourrez retrouver vraiment toutes les conditions de trading puisque ça va varier sur les CFD en fonction des marchés sur lesquels vous investissez. Hop, donc juste ici, dans les conditions de trading, en sélectionnant CFD Action et vous aurez donc tout le détail. Donc bien sûr, hein, sur les turbos, on l'a vu, hein, pas de commission à partir du moment où vous êtes sur 100 euros de nominal et sur les CFD, comme vous pouvez le voir. Donc là, par exemple, sur les actions françaises, hein, puisqu'on a eu l'exemple de Air France, vous êtes sur 0,05% de commission avec un minimum de 5 euros. Ça, c'est sur les CFD, hein, je vous rappelle, puisque sur le turbo, à partir de 100 euros, pas de commission. Alors, j'espère que c'était simple, que vous allez pouvoir justement, si vous êtes, je dirais, en accord avec ces analyses ou si vous développez vous-même vos analyses sur les actions, pouvoir passer vos ordres, que ce soit sur CFD ou sur Turbo. Sachez que ce webinaire sera en replay sur notre chaîne YouTube et sur IG Academy. Et puis, bien sûr, si jamais vous avez des questions, besoin de précision, il ne faut pas hésiter à nous recontacter. Et vous pouvez nous appeler dès demain au 01 70 98 18 18. Je vous souhaite une excellente fin de journée et merci Vincent de nous avoir accompagnés sur ce webinaire.